Bienvenue, si vous nous rejoignez dans 64 minutes, c'est le moment de notre grand angle. Et c'est l'une des sagas les plus populaires de notre époque et chaque nouveau film est un événement planétaire. Bienvenue dans l'univers Star Wars. 2 trilogies déjà totalement dévoilées, une 3e en cours, une 4e en préparation. L'épisode 8 sort dans moins d'un mois, mais à quoi tient ce succès? Alors au-delà des images et des effets spéciaux, il y a bien sûr le récit et la narration dans ces films. Et c'est à leur analyse littéraire que vous vous êtes attaqué. Nicolas Allard, merci à vous d'être avec nous. Vous êtes... Merci de votre invitation. Avec plaisir. Et vous êtes professeur agrégé de lettres modernes, spécialiste de Stendhal. Et vous publiez donc ce livre chez Armand Collin, Star Wars, un récit devenu légende. Qu'est-ce qui s'est passé, Nicolas Allard? C'est surprenant de faire ce livre quand on est professeur agrégé de lettres modernes. Alors, avant tout, je suis un grand fan de la saga Star Wars. Je suis un inconditionnel depuis l'adolescence. Donc, c'est vrai que j'avais toujours eu le projet d'écrire sur la saga. Et par ailleurs, ce qui m'a amené à vouloir écrire sur Star Wars, c'est précisément que j'avais pu constater qu'il n'y avait pas encore eu d'études littéraires consacrées à cette saga. Il y avait eu des études philosophiques, psychanalytiques, historiques, cinématographiques, bien sûr. Pas encore d'études littéraires et ça semblait être un manque, étant donné qu'on sait que George Lucas, lorsqu'il a écrit Star Wars, s'est beaucoup inspiré des mythes et de la littérature. Donc, c'était presque en un sens un juste retour des choses. La littérature ayant inspiré la saga, ne pouvait-elle pas être un moyen de l'analyser ou de dire des choses inédites à son sujet? Alors, de quel mythe s'est inspiré George Lucas? Alors, il s'est inspiré des mythes du monde entier, plus particulièrement de la mythologie grecque et romaine, mais on sait qu'il a été inspiré par le professeur américain Joseph Campbell, qui était un mythologue et qui justement avait eu George Lucas comme élève et lui avait véritablement montré l'impact que les mythes du monde entier pouvaient avoir sur la figure du héros. Il a publié d'ailleurs un ouvrage à ce sujet qui s'appelle « Le héros aux 1001 visages ». Et donc George Lucas s'est inspiré aussi bien des mythes d'Europe que des mythes d'Asie, notamment avec la figure du Jedi qui est inspirée effectivement du folklore japonais. Et on sait également qu'il s'est inspiré beaucoup de la littérature puisque George Lucas est un cinéaste particulièrement cultivé. Et il a puisé notamment chez Tolkien ou chez Chrétien de Troyes. Oui, tout à fait. Et c'est ce que j'essaye de montrer dans le livre, dans la prélogie, notamment dans l'épisode 2. Alors, il faut préciser ce qu'est la prélogie pour ceux qui ne connaissent pas Star Wars. Tout à fait. Alors, il y a la trilogie originale, les épisodes 4, 5 et 6, qui ont été... à partir de 1977. Voilà, jusqu'en 1983. Puis ensuite a eu lieu ce que l'on appelle une préquelle, ce que l'on appelle également parfois la prélogie. Les épisodes 1, 2 et 3, une sorte de flashback qui vise à expliquer les raisons pour lesquelles Anakin Skywalker est devenu Dark Vador et comment la République est devenue l'Empire. Donc effectivement, dans mon étude de la prélogie, je montre notamment concernant l'épisode 2 que George Lucas s'est inspiré d'un ouvrage de Chrétien de Troyes qui s'appelle Perceval, dans la manière de raconter l'histoire, puisque dans Perceval, on a 2 chevaliers qui ont qui a l'un par exemple une histoire totalement psychologique, il vit des aventures psychologiques et l'autre des aventures physique, matérielle, et on retrouve ce phénomène-là, cette narration-là, avec Anakin Skywalker et Obi-Wan Kenobi dans l'épisode 2. Alors, pourquoi, selon vous, ce récit est devenu légende? C'est le titre de votre livre. Oui. Alors, la raison principale que j'avance, en dehors de toutes celles que l'on connaissait jusqu'à maintenant, c'est le fait que George Lucas ait eu recours au procédé littéraire de l'ellipse. L'ellipse qui vise à passer sous silence des faits que le spectateur pourrait lui voir être rapportés. Et précisément, je pense que c'est ça qui a amené Star Wars à avoir un tel succès. C'est parce que ça rend le lecteur ou le spectateur plutôt actif, effectivement. Curieux, en tout cas, de ce qui va se passer. Voilà, parce qu'effectivement, on nous montre un certain nombre d'événements, mais en réalité, on ne nous explique pas les tenants et les aboutissants de tous ces événements-là. Et c'est peut-être le problème de la prélogie, écrivez-vous également, oui. Celle de vouloir tout expliquer, et notamment ce qui se passe, comment Darth Vader était avant cela Anakin Skywalker. Tout ça, c'est peut-être trop expliqué, non? C'est ça. En tout cas, les fans ont été déçus. Certains fans ont été déçus, notamment par les 2 premiers épisodes. L'épisode 3 est parfois perçu de manière beaucoup plus positive, puisqu'il est considéré comme un acte tragique tout à fait intéressant. Avec du souffle épique. Avec un souffle épique, Ce qui n'est pas le cas dans les 2
premiers épisodes 1 et 2. Vous le dites, hein, oui. il manque ce souffle épique, c'est trop descriptif. C'est trop descriptif et effectivement, on perd l'idée même de guerre des étoiles. Et pour effectivement revenir à ce que vous disiez sur la prélogie, peut-être son problème vient-il du fait qu'ici on cherche à montrer ce qui relevait jusqu'à maintenant du mystère. Finalement, pourquoi Dark Vador est-il un personnage si fascinant, si séduisant? C'est précisément parce qu'il est dissimulé derrière un masque et que l'on ne sait pas véritablement, si l'on s'en tient à la trilogie originale, les raisons pour lesquelles il a basculé dans le mal, lui qui était initialement un Jedi. Donc tout ce mystère finalement est en un sens balayé par l'existence même de la prélogie. Il y a même une explication scientifique de la force dans le premier épisode, oui. avec les midi-chloriens pour expliquer justement ce qu'est cette force. Oui, et effectivement, ça a été un reproche fait assez massivement par les fans à George Lucas, puisque on perd ici une part de magie qui finalement... De merveilleux, propre aussi à la légende. Hein. Tout à fait, qui est totalement rattaché à Star Wars. On dit souvent de Star Wars que c'est une épopée ou un conte moderne, et effectivement, dans l'épopée ou le conte, il y a une part de magie, de merveilleux, que l'on perd en partie avec la création de la prélogie. Alors, on va revenir sur la trilogie originelle. Hein. Vous faites des comparaisons avec l'univers du conte, notamment pour l'épisode 4, Un Nouvel Espoir, oui. Avec une princesse à sauver dans un vaisseau spatial que vous comparez en fait à un château. Mais ce qui est intéressant, c'est que George Lucas, il reprend effectivement justement cette structure du conte, mais il s'en affranchit avec une princesse qui, elle aussi, est beaucoup plus audacieuse que les princesses que l'on trouve dans les contes. Oui, c'est une réécriture comique des contes en réalité, puisqu'effectivement, la princesse n'a pas tant besoin que cela d'être sauvée, puisque c'est elle qui effectivement prend les initiatives dès l'instant où Luke et Han Solo vont la secourir. Et par ailleurs, on n'a pas cette fois-ci un chevalier, mais 3 chevaliers. Un chevalier imparfait, incomplet, qui est Luke, qui est en réalité un fermier. Un chevalier intéressé, qui est Han Solo, qui ne fait finalement, qui ne participe à ce sauvetage que pour des raisons financières. Et un pas chevalier seulement, parce que dès qu'il voit la princesse, il est quand même intéressé. Hein. Il finit par être intéressé, justement. C'est en cela que c'est intéressant également d'étudier Star Wars d'un point de vue littéraire, c'est qu'on s'aperçoit que les personnages sont évolutifs et c'est une des raisons, je pense, du succès de la saga. On peut effectivement voir le parcours complet d'un individu comme Luke Skywalker qui n'est qu'un fermier ignorant du monde dans l'épisode 4 et qui en fait devient le héros de la rébellion dans l'épisode 6 dès l'instant où il décide effectivement d'affronter l'empereur et son père par la même occasion. Alors pour vous, l'épisode le plus réussi de la saga d'un point de vue narratif, c'est l'épisode 5, l'Empire contre-attaque. Pour quelle raison ? Alors, une des raisons que j'avance, c'est précisément que ici on a le droit au triomphe du mal. Et notamment, l'épisode 5, d'après l'étude que j'en ai faite, est réussi parce que c'est Dark Vador qui est en un sens aux manettes, aux commandes de cet épisode. Qui met en scène cet épisode. Hein. C'est ce que je montre dans le livre. Effectivement, il est une sorte de double du metteur en scène. C'est lui qui, par ses actions, amène tel ou tel personnage à se trouver à tel ou tel moment, dans tel lieu. Donc finalement, il est une sorte de marionnettiste. Et étant donné qu'il est également le symbole, l'incarnation même du mal, eh bien, il contribue à faire de cet épisode une véritable réussite narrative. Alors, on va parler de la nouvelle trilogie, dont le premier film est sorti en 2015, Le Réveil de la Force. Vous dites qu'il y a un manque d'originalité, mais vous reconnaissez la qualité et la complexité des personnages. Oui, tout à fait. Il y a un manque d'originalité d'un point de vue visuel, tout d'abord, puisqu'on a presque le sentiment de revoir les anciens films, qu'il n'y a pas véritablement de modification visuelle, alors que George Lucas avait fait en sorte que ce soit le cas entre la prélogie et la trilogie originale. Il y a par ailleurs, d'un point de vue narratif, un certain nombre d'éléments qui évoquent l'épisode 4, Un Nouvel Espoir, dans l'épisode 7, Le Réveil de la Force. Néanmoins, les nouveaux personnages ont ceci d'intéressant qu'ils sont complexes. Le personnage de Kylo Ren, qui est le fils de Han Solo et de Leia, petit-fils donc de Dark Vador. Petit-fils de Dark Vador, semble effectivement un personnage assez profond, qui est à la fois attiré par l'obscurité mais aussi par la lumière. Et puis on a ce nouveau personnage féminin, Rey, que l'on voit à l'écran en ce moment, qui est tout à fait fascinant, puisqu'effectivement Rey, c'est un personnage mystérieux qui possède un pouvoir particulièrement grand, sans que l'on sache véritablement pourquoi. Et c'est qui peut basculer aussi du côté obscur. C'est aussi ça sa complexité. Oui, tout à fait. On
le voit bien dans le duel final face à Kylo Ren, et on sait que c'est une des pistes narratives envisagées par les scénaristes de la nouvelle trilogie. Justement, vous vous interrogez aussi sur l'intérêt de faire cette prélogie, de faire cette postlogie, après donc cette trilogie originelle. Vous disiez d'ailleurs, vous dites dans le livre que cette trilogie originelle se suffit à elle-même. Est-ce qu'une des pistes pour renouveler la saga Star Wars, justement, ça pourrait être sur les origines du personnage de Rey? Est-ce que ce serait intéressant que ce ne soit pas une Skywalker? Oui, certainement, puisque c'est vrai que jusqu'à maintenant, George Lucas l'a souvent dit, Star Wars, c'est l'histoire des Skywalker, et d'ailleurs, il était encore plus précis en disant que c'était l'histoire d'Anakin Skywalker. Or, Anakin Skywalker étant mort à la fin de l'épisode 6, ça ne peut plus être totalement son histoire, et effectivement, se séparer, se détacher de cette famille si mythique dans l'histoire de Star Wars serait une manière de renouveler la saga. Alors, Disney a annoncé une nouvelle trilogie. Est-ce qu'ils ne vont pas épuiser le filon complètement? C'est une excellente question, on peut se le dire. Est-ce que finalement Star Wars n'a pas vocation à demeurer un phénomène culturel exceptionnel? Jusqu'à maintenant, la saga a totalement pu résister au temps, alors que pourtant les films n'étaient pas présentés ou proposés au cinéma très fréquemment. Donc n'y a-t-il pas ici un risque de finir par lasser le spectateur? La question mérite d'être posée. Alors j'ai une dernière question, c'est une petite déception que j'ai eue. Vous ne parlez pas dans votre livre de 2 téléfilms qui sont sortis après la trilogie originale. Il s'agit de l'aventure des Ewoks, la caravane du courage et la bataille d'Endor. Pourquoi n'en avez-vous pas parlé? Alors je me suis focalisé sur les films qui sont considérés comme canon, et ces 2 téléfilms ne sont plus désormais considérés comme relevant de l'univers officiel de Star Wars, mais je les connais, je les avais vus également étant jeune, et malheureusement, au risque de vous décevoir, ce ne sont pas les films qui auraient donné lieu à l'étude littéraire la plus intéressante. Mais promis, si une réédition du livre est prévue, pour vous faire plaisir, je prévoirai un petit chapitre humoristique sur ces 2 téléfilms. Merci Nicolas Allard d'avoir été avec vous. nous. Star Wars, un récit devenu légende, est publié chez Armand Collat.